Dans le premier épisode, nous avons fait un état des lieux pour mieux comprendre les enjeux et les problématiques liées à ces métiers. Dans ce deuxième épisode, nous allons tenter de tirer des perspectives et de mieux cerner les besoins pour rendre ces parcours plus attractifs, moins pénibles et mettre en avant l'engagement, les solutions concrètes et l'utilité sociale de ces métiers plus qu'essentiels. Ceux qui nous lient. Ce qui nous lie. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Ce qui nous lie. Une série de podcasts d'alternatives économiques et des partenaires de Solutions Solidaires. Ceux qui nous lient. Le podcast. Quelles perspectives, quel avenir, quelles problématiques ont en commun ces métiers du lien ? C'est le sens profond de notre société et de ce qui nous interroge sur ce qu'on veut porter tous ensemble. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Mais ça me paraît absolument déterminant de se poser ce type de questions en ce moment, parce que le vieillissement de la population, la demande de reconnaissance et d'accompagnement, de prise en charge du handicap, le seuil de tolérance de la société, par exemple vis-à-vis des violences sexuelles, sexistes, vis-à-vis des violences faites aux enfants, le seuil de tolérance de la société, lui, s'abaisse considérablement et de fait, la nécessité d'accompagner, de prendre en charge, de protéger, elle va aller croissante. Et donc, il y a maintenant une urgence parce que par ailleurs, il y a des pans entiers aujourd'hui de l'action publique assumée par l'État, les collectivités locales ou par les associations, les établissements sociaux, médico-sociaux, qui ne peuvent plus être assurés, faute notamment d'attractivité de ces métiers dits essentiels, de ces métiers du soin, de ces métiers du lien, de l'éducatif, du care, appelons-les comme on veut. Parce que nous croyons en l'avenir de ces métiers, et nous croyons surtout que ce sont des métiers qui sont indispensables, ne sont pas essentiels, ils sont indispensables. Xavier Fortinon, président des Landes. Et sans ces métiers-là demain, parce qu'on voit qu'il y a un élément dont on ne parle pas assez, la diminution du nombre d'aidants par rapport au nombre d'aidés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait dans nos sociétés, parce qu'on habitait tous sous le même toit, une solidarité familiale. Aujourd'hui, les personnes aidées sont souvent très loin des personnes qui seraient susceptibles de les aider, donc les aidants. Et donc il va falloir de plus en plus d'aidants professionnels si l'on veut faire face à ce mur du vieillissement, particulièrement, mais aussi aux difficultés des enfants dont je parlais tout à l'heure, aux difficultés des personnes en situation de handicap, parce que pendant très longtemps, les personnes en situation de handicap avaient une espérance de vie qui était plus faible. Aujourd'hui, vous vivez avec votre handicap, et ce qu'il y a, c'est que majoritairement, c'était leurs parents qui s'en occupaient. Et là, leurs parents, ils vieillissent, ils vivent plus longtemps, mais ils sont souvent dans l'incapacité de s'en occuper. Et donc, il faut aussi que notre société s'organise beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui pour s'occuper des personnes en situation de handicap. Ces métiers relèvent-ils indifféremment du secteur privé ou du public ? Sont-ils de plus en plus dominés par des grands acteurs du privé ? Et quelle est la place de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, dans ce paysage ? Bonjour, je suis Giorgia Sebregondi, je travaille à la communication, au mécénat et à l'innovation à la Fondation Cognac-Jay. Il faut bien connaître les trois secteurs, parce qu'en fait il y en a trois. On n'a pas juste public-privé. On a le public, que tout le monde connaît, donc par exemple dans l'hospitalier ça va être la PHP, l'assistance publique. On va avoir le privé-privé, donc le privé dit lucratif, par exemple dans la santé ça va être des cliniques ou des EHPAD qui sont privés. Et puis vous allez avoir notre secteur, qui est un secteur très important, qui va être le privé non lucratif. Donc, c'est quoi ça, ce privé non lucratif ? C'est souvent du privé associatif ou fondatif. Donc, ce sont des personnes qui vont opérer pour le compte du public, sans faire de marge, sans chercher à faire du bénéfice, en n'ayant jamais d'actionnaire, mais qui vont avoir un système de fonctionnement qui relève du privé. Donc, souvent, un peu plus agile, parce que régi par des règles un peu moins lourdes. Et puis quand même, ce qu'il faut bien voir dans la mécanique de complémentarité de ces univers, c'est que le public, et ne l'oublions jamais, le public s'occupe de la masse. Et si le public n'était pas là pour s'occuper de la masse, tous les autres ne serviraient à rien. Et il faut bien se le rappeler de ça. C'est facile de dire que le privé est plus agile, que le privé... Oui, mais le privé est plus agile parce qu'il ne gère pas la masse. Quand vous prenez l'exemple des hôpitaux, c'est le plus flagrant. La PHP va gérer, par exemple, toutes les urgences et la grande masse de la chirurgie.
Et donc, en fait, elle va gérer ce qui coûte le plus cher. Et c'est très important que ce soit géré comme ça par le public, parce que ça permet aussi d'avoir accès à la santé comme on le fait en France, c'est-à-dire gratuitement. Et quand vous avez des plateaux techniques de chirurgie qui valent extrêmement cher, vous avez besoin d'avoir la masse de la PHP, parce que sinon, vous ne pouvez pas les amortir. D'accord ? Donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, dans une clinique privée, si vous avez un plateau de chirurgie de dernière génération, vous allez payer très cher. Donc, nous, dans le privé non lucratif, on va avoir des structures plus petites. On va accueillir moins de gens, forcément. Par exemple, nous, dans la santé, on va voir passer à peu près 150 000 personnes par an. Mais on va pouvoir faire dans la dentelle. C'est-à-dire que nous, on va être la dentelle du public. On va pouvoir prendre des maladies plus rares, voire orphelines. On va pouvoir faire de la médecine d'accompagnement qui dure longtemps, qui permet de faire de la réadaptation, de la réhabilitation, de la convalescence. On va pouvoir faire des soins palliatifs. Et donc, ou s'occuper de maladies chroniques qui doivent revenir régulièrement. Donc, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce sont des systèmes qui ne sont pas du tout concurrentiels, qui sont complémentaires et qui ont besoin les uns des autres pour exister. Le public a besoin de nous pour faire cette dentelle. Et nous, on a besoin du public pour assurer l'essentiel. Et quand le Covid a bien montré ça, c'est que nous, par exemple, nos établissements étaient de 2e ou 3e ligne. On n'était pas là pour accueillir la masse du Covid. Heureusement pour nous d'ailleurs, parce qu'on aurait été bien en peine. Les métiers du lien sont des professions marquées par l'usure professionnelle. Comment prendre en compte cette dimension ? Peut-on imaginer des parcours de reconversion professionnelle ? Quelle est la place de la formation ? Je voudrais insister là-dessus, la question des parcours professionnels. Jean-Luc Glaise, président de la Gironde. On ne peut pas être aide à domicile toute sa vie auprès de personnes âgées, de personnes handicapées. Si on n'offre pas à un certain moment une voie pour peut-être être aide-soignante demain, trouver un autre métier en tout cas, je pense qu'on fatigue énormément les personnes et on réduit, y compris leur espérance de vie à terme, parce que les conditions de travail sont difficiles. Donc je crois que cette question des parcours professionnels et de la formation, de l'accompagnement est aussi un sujet absolument nécessaire. Bien évidemment qu'il y a des enjeux extrêmement importants de travailler sur les carrières, de travailler sur la formation tout au long de la vie. On travaille sur de l'humain. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc déjà, quand on est sur des métiers techniques, on nous dit que c'est important de se remettre, mais sur l'humain, les besoins changent, notre société change, on a des choses qui arrivent de connaissances sur les questions, par exemple pour les enfants, de développement de l'enfant, etc. Donc c'est des choses qui sont à intégrer et qui sont extrêmement importantes, et la formation, elle permet de prendre du recul, de la distance parfois par rapport à des choses qui sont compliquées sur le terrain. Et bien évidemment qu'il faut permettre que ces carrières évoluent. Il faut permettre, là aussi, des fois de dire, j'ai beaucoup travaillé dans l'enfance, je vais aller dans un autre secteur. Et donc, créer ces passerelles-là, se dire, je vais peut-être aussi, à un moment donné, être moins en contact avec le public pour peut-être y revenir après. Et ça reste des choses sur lesquelles on a encore des leviers parce qu'on est trop cloisonné, y compris dans les associations, peut-être à pas suffisamment travailler les trajectoires en inter-association pour, encore une fois, se redonner de l'air et travailler sur des possibilités de ne pas avoir des métiers où on va se dire on va passer 30 ans à accompagner les mêmes publics et rencontrer les mêmes difficultés. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Vu la faiblesse du nombre, y compris de gens qui postulent pour exercer ces métiers, donc je crois qu'on a besoin, j'emploie ce terme, oui, de choc d'attractivité sur tous ces métiers du care pour avoir un plan global qui permet de revaloriser ces métiers, qui permet de revaloriser les personnes qui exercent ce métier vis-à-vis de l'ensemble de la société. Bien sûr, il faut commencer ou continuer sur les salaires, mais disons-le, on est loin du compte. Mais je crois qu'il y a beaucoup de dimensions. Il faut agir sur la qualité du travail, il faut agir sur la pénibilité, sur les conditions de travail. Et c'est essentiel pour renforcer l'attractivité. Enfin, songez qu'aujourd'hui, le taux d'accident du travail chez les aides à domicile, il est supérieur à ceux du BTP. Alors, je ne dis pas que ça va bien dans le BTP, loin de là. Mais enfin, on voit bien qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut agir, il faut mettre en œuvre des mesures. Et donc, je vous donne un exemple. Au département, dans nos crèches départementales, c'est une spécificité. Le département de la Seine-Saint-Denis est un département qui gère encore une 50aine de crèches collectives départementales. Forcément, quand on exerce ces métiers d'auxiliaire de puériculture, tout au long de sa vie, à une période de sa vie, on a des restrictions médicales, le métier devient plus difficile, etc. Et donc, on a créé ce qu'on appelle des postes doux
qui permettent de maintenir la personne en question dans ses fonctions, mais de tenir compte des préconisations de la médecine professionnelle. Et on fait évoluer à travers ces restrictions médicales la fiche de poste qui permet d'adapter les missions qui lui sont confiées. Ceux qui nous lient. Le podcast. Quel serait le meilleur modèle économique pour ces secteurs ? Faut-il qu'ils soient massivement subventionnés par des fonds publics ? Quelles sont les marges de manœuvre des acteurs publics et du milieu associatif ? Dans le cas des métiers du vieillissement, par exemple, ou de la perte d'autonomie, là, on a des besoins nouveaux à financer et des revalorisations des salariés qui existent déjà. Donc, c'est un coût supplémentaire. François-Xavier Devetter, économiste. Et ce coût supplémentaire, où est-ce qu'on peut aller le chercher ? Il y a au moins 3 pistes possibles. La première, c'est d'aller rechercher dans des dépenses proches, mais pas identiques, et dont l'utilité sociale ou la légitimité sociale est peut-être plus discutable que celle-là. Dans le cas des métiers de l'aide à domicile, on a juste à côté ceux des services à la personne, c'est-à-dire des services auprès des personnes en toute autonomie, en toute bonne santé, externalisent leur ménage, leur jardin, leur petit bricolage, etc., auprès d'employés de maison. Les politiques qui ont été mises en œuvre pour soutenir cette demande sont extrêmement coûteuses en termes de crédit d'impôt. On est à 3-4 milliards d'euros. Si on rajoute les exonérations sociales, on va être rapidement à 5-6 milliards d'euros. La Cour des comptes elle-même a pointé la faible efficacité de ces dépenses, la très faible utilité sociale de ces dépenses, et donc a pointé l'intérêt de réorienter tout ou partie de celles-ci vers les métiers du vieillissement. Pour dire très rapidement, aujourd'hui, on finance de manière quasi équivalente des services vraiment de confort et des services absolument nécessaires. Voilà. Et quand on manque d'eau, il faut voir si on garde de l'eau pour boire ou de l'eau pour remplir une piscine. Là, aujourd'hui, on donne beaucoup pour remplir les piscines, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première enveloppe. Elle est probablement insuffisante, mais elle couvre, je dirais, au moins assez facilement 3 milliards d'euros, ce qui est au moins la moitié des besoins dont l'aide à domicile est les plus importants aujourd'hui. Ensuite, on a une autre source, entre guillemets, de financement qui est déjà utilisée, mais mal. C'est qu'aujourd'hui, les aides à domicile, en fait, sont financées, leur revenu mensuel est financé par différentes enveloppes. Elles sont mises en kit, elles ont un salaire en kit. Voilà, par différents morceaux. Je ne donnerai pas le nom d'une marque d'ameublement bien connue, mais voilà, c'est en kit. C'est-à-dire qu'elles ont leur salaire, elles ont de la prime d'activité, elles ont des allocations logement, tout cela parce que leur salaire est insuffisant et qu'il faut le compenser, et puis on finance quelque part leur employeur en accordant des exonérations de cotisations, là aussi pour faire en sorte d'avoir des emplois qui ne sont pas suffisamment financés par ailleurs. L'ensemble de ces 3 enveloppes publiques, exonération, financement direct par l'APA et aide sociale, ne sont pas si loin que ça de ce qui est nécessaire. Sauf que le fait de les mettre en kit, ça dévalorise les salariés, ça les met dans des situations plus compliquées, ça les met à long terme dans des situations plus fragiles, etc. Donc il y a aussi une rationalisation des dépenses publiques qui bénéficient au secteur, qui pourrait permettre de combler une partie du manque. Et puis, in fine, il manque dans tous les cas, si on veut à la fois améliorer la qualité du service, la prise en charge et la situation des salariés, probablement un bout de contribution qui passe, encore une fois, soit par la cotisation, soit par l'impôt. Et là, pour le coup, sur l'impôt, on est sur un secteur qui ne serait pas totalement décalé de le financer en partie par des prélèvements sur les successions dont on sait que les patrimoines aujourd'hui ont fortement gonflé. Éric Chenu, président de la Mutualité française. Moi, je reste convaincu, alors c'est probablement mon ADN économie sociale et particulièrement mutualiste, que plus on fait en sorte que les bénéficiaires ne sont pas vus comme des consommateurs, comme des usagers passifs, mais bien comme des acteurs citoyens, qu'on aiguise leur esprit critique, qu'on les rend acteurs du dispositif, ça nous oblige, nous, à prendre les bons arbitrages. Ça permet qu'ils comprennent, eux aussi, à un moment donné, le coût qui leur est demandé, soit en tant que contribuable ou d'assuré social, ou le coût résiduel qui leur est facturé, et la qualité des prises en charge. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être dans la demande du plus sans vouloir en assumer les conséquences. Et donc, retrouver finalement cette forme de citoyenneté sociale, où il y a un équilibre entre solidarité et responsabilité individuelle et collective, c'est, je pense, la garantie de faire en sorte de
collectivement savoir quelle part de richesse on est prêt à mettre en commun pour notre protection sociale, pour notre modèle social. Et puis ensuite, bien évidemment, il doit y avoir des débats sur comment on répartit cet effort. Mais si on ne permet pas aux personnes qui bénéficient de comprendre comment ça marche, si on ne leur donne pas les informations, on aura des consommateurs déraisonnables qui nous demanderont des choses irréalistes. Et je pense que moi, je crois à l'intelligence collective, je crois au fait que les gens s'intéressent à la chose publique, au bien commun, et sont bien souvent tout à fait capables de comprendre pourquoi il faut faire des arbitrages. Je sais que la situation de nos finances publiques, et donc je sais que personne ne reste gratis. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. Et donc, compte tenu des enjeux que nous aurons et des défis que nous avons à affronter, d'une part, je ne vois pas comment, par rapport à tout ce qui a été fait, en particulier depuis 2017, et l'ampleur des cadeaux fiscaux, à la fois aux plus riches de nos concitoyens et aux plus grandes entreprises, eh bien, comment on ne leur demande pas un effort de solidarité supplémentaire à un moment où, à la fois, il y a tous ces défis dont on vient de parler sur cette société du lien, du care, du soin, de l'éducatif, pour assurer la cohésion sociale du pays. Et puis, quand l'argent public est rare, il y a peut-être une donnée qu'on doit activer aussi, c'est de mettre de la justice fiscale, de la justice sociale, et y compris de la justice entre les territoires. Parce que il n'est pas acceptable, en tout cas moi je ne l'accepte pas, que la Seine-Saint-Denis, les Pyrénées-Orientales, la Martinique ou la Guadeloupe, l'Aisne, les Bouches-du-Rhône ou le Nord consacrent en euros par habitant le plus de moyens pour financer le RSA aux côtés de l'État. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Un senior de Seine-Saint-Denis, soit moins accompagné de fait. Quand je regarde les compensations et les financements que reçoit le département de la Seine-Saint-Denis de la part de l'État, un senior de Seine-Saint-Denis est de fait moins accompagné par l'État qu'un senior d'un autre département. Je ne vais en citer aucun, mais les niveaux de compensation, ils vont de 35 ou de même 25% à 55% entre les territoires. Et donc, il faut de la justice partout. Giorgia Sebregondi, directrice de l'innovation et de la communication de la Fondation Cognac-Jay. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que parfois, il y a une forme de concurrence avec l'univers start-up. La start-up, c'est aussi le lieu de l'innovation. Et c'est un lieu d'innovation qui lève beaucoup plus de fonds que les organisations que nous sommes, qui n'ont aucun but lucratif. Et donc, le fonds que nous allons lever, lui, il est à perte. Enfin, c'est-à-dire, il a une vraie valeur sociale, mais il n'aura jamais de valeur... il ne rapportera pas d'argent. Il va éviter des coûts à la société, ça oui, mais il ne rapportera pas d'argent. Et donc, voilà, parfois, je suis un peu triste de voir qu'il y a des solutions qui vont être très fortement financées au niveau des startups pour, par exemple, aller dans la silver economy et trouver des solutions pour aider les personnes à rester chez elles ou à être mieux accompagnées en établissement en utilisant l'intelligence artificielle, etc. Tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Mais quand c'est pris dans un circuit marchand, ça a toujours cette conséquence que c'est accessible seulement à ceux qui ont les moyens. Ou qu'au final, ça va coûter très cher à qui ? Aux collectivités qui vont devoir le reprendre, donc c'est-à-dire aux citoyens qui va devoir le payer avec ses impôts. Donc voilà, parfois je me dis que ce serait important que les financeurs, et aussi les financeurs privés, ceux qui vont venir investir dans les innovations, dans les volontés d'innover, regardent un peu plus les opérateurs comme les nôtres, qui sont peut-être plus modestes, qui ne leur rapporteront pas énormément d'argent, c'est vrai, mais qui leur coûtent souvent moins cher, parce que nous avons rarement besoin de lever 10 millions d'euros pour faire quelque chose. Nous sommes frugaux dans notre approche très sobre, finalement beaucoup plus durable, et pourtant, nous faisons des choses formidables qui durent dans le temps. Donc voilà, s'il y avait une amélioration pour moi, ce serait de regarder l'ESS avec plus d'intérêt pour venir la financer davantage et lui donner plus de souffle dans la partie qu'elle doit porter, qui est quand même cette partie d'agilité et d'innovation qui permet d'aller de l'avant. Ce qui nous lie. Portrait des métiers qui font tenir la société. Ce qui nous lie, le podcast. Au-delà des problèmes de financement, de formation, de qualité de vie, les métiers du lien, c'est surtout une histoire d'engagement. Bien, bonjour, Emmanuel Potier, donc étudiant au CNAM, en Master 2 sur la filière économie sociale et solidaire. Et je suis directeur général adjoint d'une collectivité de 11 000 habitants en région parisienne. Je suis plutôt bon client sur des choses qui font du bien.
Je parlais de la vitalité du secteur associatif. Quand on travaille un peu en proximité de ce secteur-là, dans les quartiers notamment, mais pas que, c'est très ressourçant. Il faut vraiment avoir conscience de ça. La vitalité du fait associatif, dans le champ des solidarités, mais pas que, c'est quelque chose qui donne envie, effectivement, d'avoir un peu d'optimisme. Là où beaucoup de pans de l'action publique, au sens service public du terme, est un peu en difficulté, c'est un euphémisme, heureusement que ça. Après, c'est une question de récit. C'est-à-dire que je crois que malheureusement, par exemple, les jeunes dans les quartiers populaires, on parle plus souvent de leur délinquance que de leur capacité à être justement sur les registres de la solidarité, du lien, des métiers du care, etc. Enfin, je veux dire, de l'innovation, de choses qui sont tout à fait utiles socialement. On parle beaucoup d'utilité sociale. Voilà. Donc ça serait quand même important que de temps en temps, on mette un peu l'éclairage là-dessus. Ça permettrait, je pense, de faire un peu face à l'effet de vague qu'on se prend quand même assez régulièrement. Voilà, quand tous les problèmes cumulés, quand on allume la radio, nous tombent dessus. La transformation du regard sur nos vulnérabilités, elle passe aussi par la capacité à travailler au quotidien avec les entreprises, notamment sur le recrutement de personnes éloignées de l'emploi, notamment sur le recrutement de personnes étrangères. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et ça participe non seulement d'une réalité d'aider très concrètement les personnes dans la vraie vie sur le territoire, mais ça participe aussi, en rentrant à l'intérieur de l'entreprise, de la déconstruction qu'on peut avoir de pauvres égale personnes assistées, ou étrangers égale personnes qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société, qui nous créent tous les problèmes dans notre société, alors qu'on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui ne demandent qu'à travailler et qui ont des vrais savoir-faire pour travailler. Donc voilà, donc bien évidemment que cette responsabilité, elle est collective, et quelque part, elle est aussi collective dans le choix qu'on peut faire à des moments clés des politiques qui nous représentent. Ma marge de manœuvre, c'est d'abord de faire des propositions. Ma marge de manœuvre, c'est d'assumer les responsabilités qui sont les miennes. Ma marge de manœuvre, c'est de faire ce choix, par exemple, d'extension du Ségur quand la question s'est posée, quitte à ensuite négocier avec l'État pour que nous ayons des compensations. Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis. De porter ce plaidoyer de cette société du care, des métiers du lien, parce que face encore une fois à tous les défis que notre société va devoir affronter, moi je crois à la cohésion sociale, je crois à la cohésion de la société, c'est ça qui renforce. Et donc oui, je crois qu'il faut investir massivement dans ces métiers qui sont des métiers d'avenir. Je crois que notre société, elle a besoin de plus de liens et moins de biens, et que justement la richesse du futur, c'est ces métiers, ce sont ces métiers du lien. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que face à la fois à ce défi démographique, mais y compris, je fais le lien avec la question du réchauffement climatique, bien sûr, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, on doit transformer nos villes. Bien sûr, on doit construire des bâtiments, aménager nos villes pour faire donc s'adapter à ce réchauffement climatique. Mais ça ne va pas se résoudre seulement par des questions techniques, logistiques, bâtimentaires. Ça va aussi devoir se traiter avec des liens de solidarité. Et à l'appui je cite souvent cette étude qui a été faite par un sociologue américain, Eric Klinenberg, notamment à la suite d'une canicule qui, je crois, avait eu lieu en 1995 à Chicago, où il avait démontré sur le périmètre de Chicago et de sa zone urbaine que finalement les personnes les plus vulnérables qui avaient le mieux fait face justement à cette canicule, c'est celles qui vivaient dans les quartiers de cette zone dans lesquels il y avait le plus de solidarité de proximité qui avait été organisée. C'est ça qui avait, et c'est comme ça qu'il démontrait à quel point les écarts, notamment des taux de mortalité, étaient caractérisés par les situations des différents quartiers où il y avait plus ou moins de solidarité, de proximité. Xavier Fortinon, président des Landes. Je pense que le secteur public, par rapport aux agents qui travaillent, eh bien, n'étant pas animé par cette volonté de rentabilité, étant animé simplement pour le fait d'apporter un service.
Je pense qu'on a un regard peut-être plus bienveillant à la fois sur la personne accueillie, mais aussi sur les personnes qui y travaillent. C'est-à-dire que tout ça, je pense, va dans le même sens. Je veux dire qu'aujourd'hui, de remettre dans la sphère publique ce principe qu'il y a des services qui ne doivent pas être marchandisés, déjà, la société ferait un grand pas. Si on ne sortait du marché un certain nombre de services et qu'on assume de les financer, eh bien, je pense que déjà, ça permettrait peut-être de résoudre quelques problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. Nous, par exemple, à la Fédération des acteurs de la solidarité. Nathalie Latour, directrice générale de la Fédération des acteurs de la solidarité. Les associations qui résistent le mieux en termes d'attractivité des métiers, en termes de dynamisme de recherche de financement, c'est celles qui ont mis en place des coopérations entre le secteur du social, entre le secteur de la culture, entre le secteur de la transition écologique, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'associations qui existent dans ce domaine, mais elles sont trop dans leur champ d'action. Et quand on arrive à trouver des projets où elles mettent leurs compétences et leur expertise ensemble, ça donne des projets magnifiques. Et ça donne des projets où justement l'hybridation de cultures différentes, de modes d'action différentes. Par exemple, dans le social, on se plaint beaucoup qu'il n'y a plus de bénévoles. Mais il y en a beaucoup de bénévoles dans le domaine de la culture ou de la transition écologique, et notamment de jeunes. Sauf qu'ils ont envie de faire différemment. Eh bien, créons ces logiques de coopération, d'hybridation, et c'est comme ça que les métiers essentiels du prendre soin trouveront aussi des supports et des façons de faire beaucoup moins horizontales, beaucoup moins désincarnées, comme s'ils répondaient à une série de tâches, alors qu'en fait, ils ne répondent pas à une série de tâches, ils répondent à un projet collectif en lien avec plusieurs compétences, plusieurs types de savoir-faire, et que c'est comme ça qu'on y arrivera. La solidarité, c'est une véritable innovation de rupture. Il est impératif aujourd'hui de savoir penser et tester de nouvelles protections afin de concevoir des modèles d'égalité et de vivre ensemble. Il faut pour cela mobiliser les idées et les énergies, promouvoir l'innovation, expérimenter les solutions prometteuses. Voici donc, pour terminer cet épisode, des solutions concrètes, des solutions solidaires. Je voudrais donner peut-être quelques exemples un peu concrets qui démontrent qu'on peut apporter des réponses sans forcément engager des budgets faramineux. Jean-Luc Glaise, président de la Gironde. Premier exemple, en Gironde, nous avons commencé à doter un certain nombre de services d'aide à domicile de véhicules en leasing à bas prix. Je vais être très concret, ça veut dire que je remets des clés à des aides à domicile qui récupèrent un véhicule neuf, hybride, utilisable professionnellement et personnellement pour un prix imbattable. Et j'ai eu des témoignages extrêmement émouvants de femmes, parce que ce sont généralement des femmes, qui me disent « Vous changez ma vie du jour au lendemain. Ma voiture est trop ancienne, je n'arrivais plus à l'entretenir. Parfois, je n'ai pas pu aller travailler parce que je ne pouvais pas démarrer. Le fait que vous fournissiez un véhicule neuf pour pouvoir me déplacer professionnellement et personnellement change ma vie. Et pour autant, ça ne coûte rien au département puisque c'est le partenariat avec le constructeur automobile qui permet de négocier le leasing à bas prix. » Là, on est en train de mener une expérimentation pour doter l'ensemble des structures qui gèrent les services d'aide à domicile, les CIAS, de véhicules. Xavier Fortinon, président des Landes. Alors, adapté, c'est-à-dire ça peut être aussi bien un véhicule thermique, électrique, ça peut être un vélo assistance électrique, ça peut être une voiture sans permis, parce qu'il y a... C'est-à-dire qu'en fonction du secteur dans lequel on travaille, secteur géographique, on peut adapter la flotte dont on a besoin. Et donc ça, aujourd'hui, on adapte les solutions aux situations des personnes, mais ça déjà, même si vous n'augmentez pas leur salaire, vous diminuez leur charge. Bonjour, donc Muriel Renaudon, je suis assistante sociale à l'hôpital de Port-Royal, assistance publique, hôpitaux de Paris, et je suis donc étudiante au CNAM en master 2 de recherche en travail social. L'assistance publique, hôpitaux de Paris a mis en place un certain nombre de mesures qui se sont révélées assez efficaces pour le recrutement. Alors il y a les mesures qu'il y avait toujours eu, c'est des modes de garde pour les enfants, des crèches pour ces femmes majoritairement et qui ont des enfants à faire garder, des centres de loisirs aussi sur l'assistance publique hôpitaux de Paris, une facilitation d'accès au logement pour les métiers dits en tension, dont les assistantes sociales qui sont devenues métiers en tension
à l'assistance publique l'année dernière, ce qui nous a permis d'avoir des priorités logement, d'accéder à des heures supplémentaires rémunérées, majorées. Ça a demandé un gros investissement de l'employeur pour pouvoir attirer, en concurrence avec d'autres employeurs publics, bien évidemment, le personnel. Et l'état des recrutements est bien meilleur aujourd'hui, avec un baromètre qui est publié régulièrement, auquel nous avons accès, qui laisse penser aussi à l'ensemble des agents que nous sommes qu'il va y avoir une lueur d'espoir, puisque nous sommes en plus informés de l'amélioration des recrutements et donc de l'idée que les postes vacants à remplacer en flux tendu vont peut-être progressivement arriver au bout. Donc c'est à la fois des mesures très concrètes pour améliorer les conditions de travail et en même temps un discours qui permet de se rendre compte au quotidien de ces améliorations. Jean-Luc Glaise, président de la Gironde. Et j'ai un deuxième exemple, donc ça c'est l'amélioration des conditions de travail. Il faut aussi redonner du sens au métier du lien, et ça a beaucoup été exprimé dans le cadre du livre blanc du Haut Conseil du travail social. Et je vais vous donner un exemple qui est celui des conférences familiales. Quelque chose qui peut être assez peu connu, mais qui consiste à des personnes, y compris des enfants, à pouvoir provoquer une rencontre avec des personnes de confiance autour d'elles pour résoudre un problème dans leur vie et faire en sorte de le résoudre avec ce que j'appellerais la communauté autour d'elle. Je vais vous citer un exemple très concret. Une petite fille de 9 ans dont les parents se séparent avec déchirement demande à la travailleuse sociale d'organiser une conférence familiale. C'est la petite fille qui convoque, qui choisit d'abord les personnes. C'est elle qui les invite à venir. C'est elle qui pose la question de départ au moment où tout le monde est réuni. Un travailleur social est juste là pour réguler que tout se passe bien avant de quitter la salle. Et ensuite, à l'issue, le travailleur social revient et normalement, la famille a essayé d'apporter une réponse au problème de cette petite fille qui était en l'occurrence « je veux vivre une vie apaisée avec ma famille et je ne veux plus souffrir de ce déchirement ». Et à l'issue, le travailleur social n'émet pas d'avis sur ce qui s'est passé, mais par contre fait en sorte que les modalités d'action puissent être mises en œuvre par la suite. Eh bien, les travailleurs sociaux qui pratiquent les conférences familiales en Gironde disent « nous retrouvons du sens dans notre travail ». Et certains me disent, moi qui ai 30 ans d'antériorité, je me dis que j'ai dû me tromper trop souvent en disant à la personne ce qu'elle devait faire, alors qu'en réalité, elle était capable elle-même de choisir son propre avenir. Éric Chenu, président de la Mutualité française. On a beaucoup travaillé sur l'EHPAD de demain, notamment en partenariat avec la Croix-Rouge. On avait travaillé sur une expérimentation qu'on appelle l'article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui permet de développer des expérimentations pendant 3 ans, de démontrer la plus-value organisationnelle, fonctionnelle, et ensuite, si c'est validé, de pouvoir pérenniser. Et donc, on a développé ce qu'on appelle les dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile, qui peuvent s'adosser à un EHPAD classique et qui vont permettre, sur une échelle territoriale, de pouvoir accompagner des gens qui sont encore à domicile, des gens qui sont en résidence senior, pour faire en sorte que ce ne soit pas eux ou leur famille qui soient obligés d'organiser la coordination, la logistique de l'ensemble des interventions. De pouvoir s'assurer du bon niveau de prise en charge au fur et à mesure de l'avancée de la perte d'autonomie. De maintenir en autonomie le plus longtemps possible, le mieux possible les personnes, bien sûr, mais quand malheureusement la maladie avance, la dépendance progresse, d'adapter les choses. Et on a démontré que ça fonctionnait bien. Mais on a aussi fait fonctionner ces DRAD dans des endroits où il n'y avait pas un EHPAD de support, pour montrer que ce dispositif de coordination, il pouvait fonctionner de manière autonome. Et la douzaine d'expérimentations que nous avons initiées avec la Croix-Rouge a largement démontré son utilité. C'est des dispositifs qui ont été validés et qui, aujourd'hui, ont été transformés en centres de référence territoriaux sur la question de la perte d'autonomie. On teste aussi une expérience qui a lieu dans les pays du Nord. Shaines Kirouni, présidente de Solutions Solidaires et du département de Meurthe-et-Moselle. Qui justement consiste à avoir beaucoup plus d'autonomie, à permettre une organisation. C'est la méthode Herzog, c'est ça. Voilà, j'osais pas le dire. Je me suis dit tu vas te planter. Bien sûr, on peut le dire. Donc je dis des pays du Nord, comme ça c'est d'intégrer de l'autonomie et puis une gestion entre les équipes. Parce que quelquefois, il y a des appétences et elles peuvent réussir à s'organiser. Après, le point essentiel, c'est la question du management. C'est un management qui doit être bienveillant et absolument suivre et ne pas laisser, par exemple, des difficultés se résoudre entre collègues et justement avoir des espaces de régulation de ces difficultés. François-Xavier de Vetter, économiste.
Ce modèle traditionnel-là, tout le monde sait qu'il est très mauvais, qu'il fonctionne mal et qu'il crée de la sinistralité, du turnover, de l'absentéisme, du mal-être, des difficultés de recrutement, etc., etc. Donc tout le monde sait que ça marche pas bien. Donc certains, dans des structures plus souvent un but non lucratif quand même, tentent d'organiser un peu différemment le travail, autour notamment de l'idée d'équipe plus ou moins autonome, mais ce qui me semble important dans ces expériences, c'est l'idée d'équipe et de collectif de travail, de faire en sorte qu'il y ait des temps collectifs, des moments de discussion, à la fois de discussion de son travail, de la façon dont on le fait, mais aussi de la discussion sur le travail et les personnes qu'on accompagne. C'est des choses qui sont très très généralisées dans les services infirmiers d'aide à domicile, les SIAD, qui sont relativement rares aujourd'hui dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAD, mais que l'on voit émerger progressivement. Et puis la réforme qui tente de rapprocher en partie, au moins dans un certain nombre de cas, ces services infirmiers et ces services d'accompagnement peuvent nous laisser espérer des diffusions de pratiques de temps collectif et d'organisation un peu plus collective dans le monde des services d'aide à domicile. Souvent, dans une équipe de professionnels, vous allez vous dire, tiens, on aurait pu faire ça, ce serait sympa quand même. Giorgia Sebregondi, directrice de l'innovation et de la communication de la Fondation Cognac-Jet. Et puis, la plupart du temps, ça va rester là parce que, par ailleurs, vous avez tous vos soins à faire, toutes les toilettes, tout le quotidien. Une partie de mon travail, c'est de les aider de passer à « tiens, j'avais une idée », à « cette idée va devenir concrète et va se réaliser ». On a un processus qui s'appelle les trophées de l'engagement pour faire ça. Et donc, par exemple, à l'EHPAD, cette année, ils ont imaginé de faire un mini-golf. Parce que nous avons un immense parc, mais qui n'est pas suffisamment utilisé. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées, parfois, elles restent plutôt à l'intérieur, elles sont un peu tristes, et puis il faut des occasions, il faut les stimuler, et puis il faut que les familles aient envie de venir et de les emmener dehors, etc. Et donc, ils se sont dit, mais enfin, c'est quand même incroyable, on a un parc magnifique, mais qui est complètement sous-utilisé. Et ils ont eu l'idée, et si on faisait un mini-golf ? Le mini-golf, avec des modules qui sont plus ou moins proches de l'entrée pour que tout le monde puisse participer, même ceux qui ont une faible mobilité, et pour que ça permette aux familles de vivre des moments différents, mais que ça nous permette aussi à terme, pourquoi pas, d'inviter des élèves d'école primaire, venir faire des petites olympiades de mini-golf, et comme par hasard, en présence, voire même peut-être avec des personnes résidentes de l'EHPAD. On met de la vie. Je sais que l'équipe a prévu, ils veulent faire un tournoi inter-EHPAD. Et je pense que ça va marcher, et c'est formidable parce que, vous voyez, c'est une idée simple, qui va même pas être très coûteuse, mais qui peut permettre de proposer quelque chose de différent, et qui en plus, pour les équipes, est porteuse. Parce que regarder des personnes dépérir un petit peu, et que pas arriver à les stimuler suffisamment pour qu'elles aient envie, c'est extrêmement frustrant quand on est dans les métiers du lien et du care. On a envie que ça se passe bien. Donc avoir des propositions à leur faire, qui sont en plus des moyens de stimuler les gestes, le cognitif, la mémoire, la préparation d'un geste, etc. C'est vraiment une manière de faire son métier propre, au sens vraiment, je suis éducateur, voilà. Et en même temps, d'y mettre ce supplément d'âme qui est le propre de ces métiers-là. On se contente rarement de faire juste son métier. Vous venez d'écouter le 2e épisode du podcast « Ceux qui nous lient », une série de podcasts d'alternatives économiques et des partenaires de Solutions Solidaires. Ceux qui nous lient. Ceux qui nous lient. Portrait des métiers qui font tenir la société et lui redonnent un sens collectif. Après avoir mis en avant l'engagement, les solutions concrètes et l'utilité sociale de ces métiers plus qu'essentiels, dans le 3e et dernier épisode, nous nous rendons dans le département des Landes, un territoire en pointe dans les métiers du lien. Mais il y a de la satisfaction, parce que comme on arrive à travailler comme on l'entend, à être plus bienveillant, à avoir du temps pour eux, c'est pas du tout la même façon de travailler qu'en EHPAD. Si on veut travailler autrement, mieux, il faut venir travailler ici. Nous irons également à Paris pour voir comment l'Armée du Salut a su créer un nouveau lieu pour aider d'autres populations, comme les mineurs non accompagnés. Le but, c'est d'avoir un espace qui est sécurisant, dans lequel ils peuvent se reposer, ils peuvent se sentir en sécurité. Et après, l'objectif, c'est d'essayer de couvrir un maximum de leurs besoins en travaillant avec différents partenaires sur différents volets. Donc on a des partenaires qui interviennent sur des permanences médicales, on a des partenaires qui interviennent sur des permanences avec des psychologues et des psychiatres sur le volet de la santé mentale, on a des partenaires qui interviennent sur le volet social et juridique pour les aider, les accompagner dans leur démarche.
Ce qui nous lie est un podcast d'alternatives économiques pour Solutions Solidaires. Merci à tous les intervenants et un grand merci à Anne Boulin et Robin Troutot pour leur aide précieuse. Entretien, production et réalisation Xavier Joly pour la Grande Zaza Production. Je vous retrouve très vite pour le 3e épisode.